Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis présente sur l'aérodrome de Pouilly-Mâcon et nous allons aller à la rencontre de Mathieu Blini. Alors Mathieu Blini, je ne l'ai jamais rencontré moi-même, mais il me semble qu'il possède plusieurs avions et entre autres il est aussi pilote de ligne chez Air France. Allez, je vous emmène avec moi. Devinez où je suis. Je m'écarte un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors, avec lequel on repart? Franchement, on a un choix, mais royal là. Oh, waouh. Bonjour, Elodie Bruno, enchantée. Mathieu Blini. Bonjour, Elodie, enchantée. Marc? Ah non, mais c'est sublime. On est 17 au club. On a un 112, un DR400. Au fond du hangar, moi j'ai un broussard aussi, donc il y a 2 broussards sur le terrain. Et il y a un mousquetaire d'un autre membre du club. Oh là là. Donc Marc a monté son hangar là. Et il y a une deuxième partie qui est avec des locations. Donc il y a 2 ULM, il y a un Mounet. Et normalement mon T6 est là-bas. Puis il y a un troisième T6 qui est là-bas. Oh là là. Oh, les coffres à jouer. Donc en fait Marc il a commencé il y a quoi? Il y a une bonne dizaine d'années? T'as commencé quand? L'aviation 2000? 10. Ah ça passe vite hein. Donc voilà, il a acheté le broussard, il n'est encore pas breveté. Ah ouais? Donc en fait, on fait des voyages ensemble, on fait des démos en patrouille en broussard. Et puis il a acheté le T6 il y a 2 ans et moi je volais déjà sur cet avion qui était à Beaune avant. Et la SOC s'est arrêtée donc j'ai pu le reprendre. Je vais prendre les clés, on va faire un tour maintenant. Bah ouais. Est-ce que tu connais le broussard ou pas? Très peu. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais vu l'intérieur du broussard. Donc c'était fabriqué dans les années 50. À l'origine, l'armée de l'air a dit on veut remplacer les fusiliers Storch en Indochine. Le proto a volé je crois en 53 et en fait c'est arrivé. Il a fait surtout la guerre d'Algérie. Ils en ont fait un peu moins de 400. C'était fabriqué à Reims, c'est ce qui est devenu Cessna France après. D'accord. En fait, c'est parce que Klosterman était dans la boîte qu'il a fait un tour en Algérie sur broussard que l'armée en a acheté. En fait, c'est la légende dit ça. Donc c'est tout alu, il n'y a que les gouvernes entoilées. Ça fait 1,7 tonne à vide, donc c'est un gros monomoteur. 2,7 tonnes en charge. Par contre, tu peux partir avec les 400 litres d'essence, 6 dedans, les bagages. C'est vraiment une grosse camionnette. Un Pratt de 450 chevaux devant, 80 litres à l'heure, un petit litre d'huile, suivant les moteurs. Et en fait, la roulette arrière, elle n'est pas conjuguée à la direction. D'accord. Et les dérives ne sont pas soufflées par l'hélice. Ah oui. Ça fait qu'il est assez sensible au vent de travers. Donc tu vois, les conditions aujourd'hui, là, sont un peu limites. Donc après, il servait, tu peux faire, les sièges, ils s'en vont juste avec 4 vis. Tu voles la porte arrière ouverte pour faire du largage de para. Après, en Algérie, ils mettaient un meuble radio pour faire PC volant, 2 brancards pour faire transport de blessés, un lance-grenade fumigène. En fait, ils marquaient les cibles au sol pour les P-47 et les Mistral. Et ils pouvaient rajouter du blindage. Appareil photo, il y a une trappe en verre en dessous pour photo verticale. Et les marquages sur les haubans, c'est pour faire de la photo oblique. Tu pouvais mettre un appareil photo ici. Et en Algérie, il y avait un petit fusil mitrailleur pour se défendre. Donc c'était plus pour le moral qu'autre chose. Ça vole à 100 nœuds, donc ça va pas très vite. Par contre, tu te poses sur pas trop chargé, en 500 mètres, aucun problème. Ah ouais. À 6 dedans avec le plein, faut 700 mètres. Mais le truc, c'est que nous, on a commencé, on a des copains qui sont dans la SNCF. Et en fait, on se dit, où est-ce qu'on va? Et ça fait 5-6 ans qu'on se fait. Donc, on est allé en Corse. Oh, c'est à génial. 3 broussards, c'est cool. Oh, les aventures. Tu vois, la Corse, c'est 16 heures de vol, c'est 1200 litres d'essence dans le week-end, par avion. Donc, en fait, le truc, c'est que là, le siège, tu vois, on peut le retourner en enlevant les 4 vis. On vole la porte ouverte et ça permet de mettre un photographe avec un champ de vision assez dégagé. Et j'avais fait un tournage déraciné des ailes. D'accord. Sur les toits bourguignons, là, on avait emmené un... Et donc ça, l'armée s'en est séparée dans les années, fin des années 80. À l'époque, si tu avais une ASOC, tu pouvais en avoir un pour 1 franc symbolique. Donc il y en a plein qui ont tourné un peu. Dès qu'il y avait de l'entretien à faire, ils les ont laissés pourrir. Et en fait, maintenant, autant il y a 20 ans, ça valait encore une misère. Et puis là, on se rend compte, il en reste. C'est de plus en plus précieux, ouais. Donc là, on doit être 10-12 en France. Je crois qu'il y en a 2 en Angleterre, il n'y en a plus en Allemagne parce que les histoires de bruit. Il y en a un peu aux US parce que c'est un moteur et une hélice américaine. C'est ce que j'allais dire, aujourd'hui, c'est pas trop compliqué de réussir à avoir des pièces pour l'entretien. En fait, moteur hélice, c'est américain. Par contre, les cellules, c'est franco-français. Donc il faut avoir de la pièce. Quoi. Et au besoin, il reste encore des plans, tout ça, pour refabriquer. On n'en est encore pas là, mais puis l'avion n'a pas une pâleur qui justifie la chose. J'ai vu le PITS. Oh là là, ça c'est mon rêve, un jour de pouvoir faire du PITS. Ça doit être un vrai jouet, cet avion. Ah, tu vois, moi je découvre pas du tout mécano à l'origine. Hein. C'est la première visite qu'on fait sur le T6, vu que je l'ai que depuis 2 mois. T'es pilote de ligne, c'est ça, de base? Mais oui, il en faut. Donc Marc est mon mentor. Il a la patience surtout. On va faire le 2e hangar, on arrive? Allez. C'était une base de desserrement de la BA-102 avant-guerre.
vu qu'il n'a jamais servi. Et en fait, le club, il a été fondé en 74 et ils l'ont relancé. Ils voulaient mettre des planeurs ici de Darrois. Et puis après, les ULM, il y avait des ULM des avions, donc il y a eu séparation des deux clubs. Et on doit avoir prochainement un champ de cellules photovoltaïques de l'autre côté de la piste. Donc à l'origine, il y avait 2 pistes en croix. Et donc mon broussard, du coup, c'est le même que l'autre. Hein. C'est juste, c'est pas tout à fait le même modèle de pare-brise. Il y avait 2 modèles. Donc celui-là a fait la guerre d'Algérie. C'est génial d'avoir ce genre de machine. Et c'est surtout que à l'époque, ça valait pas une fortune. Donc c'était, moi, quand je l'ai acheté, c'était soit je changeais de voiture, soit j'achetais le broussard. Et en fait, j'ai commencé à Mont-Soleil-Mines, un peu plus au sud d'ici. Ils en avaient un au club. Donc j'ai commencé à voler chez eux. Puis un jour, ils m'ont dit, tiens, il y en a à vendre. Là, tu mets le doigt dans l'engrenage. Ça y est, c'est fini. J'ai eu un copropriétaire pendant une dizaine d'années. C'est bien sûr, je l'ai eu pendant 6 mois et après, je suis tombé en panne de moteur à Besançon. Donc il a été repeint et depuis, ça marche bien. Touche du bois. Et voilà, je suis en compagnie de Marc et de Mathieu. Vous avez chacun un broussard. Alors moi, ce que j'aimerais avant toute chose, avant que vous nous expliquiez un petit peu votre histoire, est-ce que vous pouvez nous parler de cet avion, s'il vous plaît? Alors le Max Holst MH1521 broussard était fabriqué à côté de Reims. C'est l'usine qui est devenue Cessna France ensuite. C'est un avion des années 50 qui était fabriqué pour l'armée de l'air française, la LAT, quelques versions civiles et un peu exporté aussi dans quelques pays. Et c'est un avion métallique avec un moteur en étoile de 450 chevaux qui fait 1,7 tonne à vide et 2,7 tonnes en charge. Donc on peut partir avec le plein d'essence, 6 personnes, parce que c'est un 6 places, et les bagages. Donc c'est un avion qui vole pas très vite, on vole à peu près à 100 nœuds, on consomme 80 litres à l'heure, mais qui permet d'emmener beaucoup de monde et qui permet de faire des vols très sympathiques. Pendant dans l'armée, donc il servait surtout à faire de la reconnaissance, de la liaison, de l'évacuation sanitaire, de la photo, du largage de para, et ils sont sortis de l'armée à la fin des années 80. Alors est-ce que tu peux peut-être, Marc, nous expliquer quelles sont les caractéristiques un petit peu en vol de cet aéronef? Alors il a une réputation de consommer autant qu'il est bruyant. Lent et bruyant. Non, grosso modo, tu fais du 80 litres à l'heure pour 6 personnes, 100 nœuds. Après, c'est pas une foudre de guerre au niveau de l'ascension, mais par contre, c'est super plaisant à piloter, c'est super convivial. Tu verras quand on va monter à l'intérieur tout à l'heure, c'est magnifique. Le voyage se passe vraiment bien. Tu as le temps de voir. Du fait de l'aile haute, tu as une vue panoramique assez exceptionnelle. Tu peux faire des petites siestes à l'intérieur. Ouais, et en termes de vraiment de pilotage, quels sont les avantages et les inconvénients de ce type d'avion? Alors, j'ai cru comprendre qu'il est quand même assez limité de par sa structure pour le vent de travers, c'est ça? Alors, donc c'est un avion à train classique. La roulette arrière n'est pas conjuguée avec les palonniers. Donc, dans l'armée de l'air, il était limité à 16 nœuds plein de vent de travers, qui est raisonnable. Et c'est c'est un avion qui est très différent. Si on est tout seul dedans, il est assez centré avant, il décolle facilement, plus difficile à arrondir, donc il est assez connu pour ses rebonds à l'atterrissage. Par contre, si on est 6 dedans, la performance est beaucoup moins intéressante, mais par contre, pour l'atterrissage, c'est beaucoup plus pratique. Donc c'est un avion sensible au vent de travers, qui demande un peu de pratique et qui est plus lourd à la réponse moteur et à l'inertie par rapport à un avion de club. Est-ce que Marc, tu pourrais nous parler un petit peu de sa structure de cet aéronef? Je pense notamment à la dérive qui est assez particulière. Alors c'est un avion un peu particulier, il y a 2 dérives, donc c'est un bidérive. Ça fonctionne très bien. Là, le seul petit point, tu vois, comme elles sont assez écartées, l'hélice est centrale. Quand au niveau d'atterrissage, quand tu as vraiment posé après l'arrondi, il y a un moment donné où effectivement les gouvernes ne sont plus soufflées, donc il faut faire attention à ce moment-là. Alors moi j'ai bien envie qu'on aille voir ce que ça donne à l'intérieur et puis que vous nous expliquiez un petit peu votre histoire aussi à tous les deux, comment vous vous êtes rencontrés, tout ça. C'est parti. Et les 2 places de pilote. Alors habituellement le pilote est à gauche ou à droite? À gauche. À gauche, et le copilote à droite. Copilote à droite, ok. Plus en vol, on peut facilement du coup bouger de place, c'est ça, quand on est passager Mais il y a beaucoup de place dans l'avion, et donc on peut aussi changer les configurations. Les sièges se démontent facilement pour mettre soit les brancards, des appareils photo dans l'armée, et puis éventuellement pour retourner un siège, voler la porte ouverte pour faire des prises de vue aériennes, ce qu'on fait assez régulièrement. Et la patrouille n'était pas recommandée dans l'armée de l'air dans cet avion, mais vu qu'on a un appareil chacun, on fait des vols en patrouille, quelques démos. Mais le problème, c'est que la plage de vitesse est assez restreinte sur cet avion, donc c'est distancé, c'est assez compliqué de revenir après en position. Alors justement, Marc, est-ce que tu peux nous expliquer, enfin vous allez tous les deux nous expliquer comment vous vous êtes rencontrés et aujourd'hui ce que vous faites chacun avec votre broussard ensemble finalement? Alors malgré mon âge avancé, moi je suis le petit jeune de la bande. Et en fait j'ai commencé ma formation de pilote privé en 2010 et avant de connaître Mathieu, j'ai connu sa femme. D'accord. J'étais instructrice. De par ma formation, l'aviation c'est une de mes passions depuis tout petit et mon rêve était d'acheter un avion. Et je suis tombé sur une annonce de broussard un jour. J'ai été le voir avec mon épouse, on l'a acheté, pas breveté, pas d'expérience dans l'aéro. Mais déjà un avion! Qu'est-ce que je vais faire avec un broussard? Et là je me suis rappelé que Nathalie avait un mari qui avait un broussard et de là l'aventure a commencé. Alors est-ce que tu peux nous expliquer la suite de cette aventure, Mathieu?
Déjà, c'est super d'avoir 2 broussards sur le même terrain, de faire des sorties au lieu de sortir tout seul dans son coin. Donc on a une bande d'amis qui s'est un peu formée, on a décidé de faire quelques voyages. Donc l'activité générale, on fait des vols locaux, un peu d'entraînement, on va sur les petits meetings du coin, mais le broussard n'est pas un avion très couru, c'est toujours sympa. Et puis on a commencé à organiser quelques voyages, donc on a fait d'abord le nord de la France, toute la côte jusqu'à de Calais à Deauville. L'année d'après, on a fait toute la Bretagne. L'année suivante, on est allé en Corse. Alors la Corse à 100 nœuds, l'aller-retour c'est depuis la région dijonnaise, c'est 16 heures de vol, c'est 1200 litres par avion, donc c'est assez gourmand. Mais à 6, chacun participe un petit peu aux frais d'essence et ça permet d'aller plus loin que de rester tout seul dans son coin. Et puis forcément, ça fait des belles images d'avoir les photos avec l'autre avion à côté. Et puis aujourd'hui, il me semble que vous faites aussi une patrouille en meeting aérien. On essaye. Donc ça fait quand même quelques années qu'on essaie de mettre ça au point. Et effectivement, depuis quelques années, on a une démo qui est assez bien rodée. Et donc moi, je prends la place de leader, Mathieu la place d'ailier. Donc il y a quand même pas mal de mérite pour suivre. Moi, le gros point noir, c'est que je n'ai aucun visuel sur lui. Ah oui. Donc heureusement qu'on se connaît bien, qu'on connaît bien nos appareils. Et moi, j'arrive à adapter mes paramètres en fonction de la position, de la vitesse et de l'énergie dont on a besoin. Et Mathieu se débrouille pour suivre. Et je suppose qu'il y a aussi beaucoup de communication radio du fait que pendant vos démonstrations ou pas? Moi, je le vois pas. J'annonce tout ce que je fais, même les changements de paramètres moteurs, tout. Alors effectivement, pour une patrouille, on discute énormément, mais ça compense le visuel qu'on n'a pas. Tu parlais que tu annonçais tous tes paramètres moteurs, ils ont vraiment les 2 mêmes performances, c'est-à-dire que dès que tu vas prévenir d'un certain paramètre moteur, tu vas aller chercher exactement le même? Comment ça se passe? Non, parce que suivant le positionnement, suivant l'âge de l'avion, c'est des avions qu'on a vécu, qui sont peut-être un peu tordus, c'est peut-être aussi la réaction du pilote, mais ça permet de savoir ce que fait l'autre devant pour pouvoir ajuster derrière. Anticiper. Voilà. On a tellement peu d'énergie que le fait d'annoncer, c'est l'anticiper. Et des fois, il y a besoin de pas grand-chose pour raccoler. Et alors, comment vous jonglez entre votre métier, parce que vous avez une vie professionnelle à côté de ça, et puis ces entraînements, ces vols en patrouille Comme n'importe qui a une activité autre, on se Voilà, faut trouver des moments pour s'entraîner et puis à l'ouverture de la saison. Et puis après, on fixe quelques sorties par an. On n'en fait pas non plus énormément pour une histoire de temps. Quel est votre meilleur souvenir à tous les deux depuis que cette patrouille elle existe? Ou peut-être un fait marquant, quelque chose dont vous vous souvenez et ça fait un beau souvenir Moi, mon fait marquant en broussard, c'est quand on a fait la sortie d'Oxford. On a emmené plus de cartons de vin que de bagages. Voilà, on a fait plusieurs fois d'Oxford, mais pour y aller en visiteur. En 2 heures et quelques, on est au Touquet, on mange à midi, on traverse l'après-midi. On a fait ça à 2, voire 3 avions. Ça fait un peu colonie de vacances parce que 6 personnes par avion, 3 avions, ça fait 18 personnes. Il faut ouais, louer un bus, faut trouver un hôtel qui peut nous accueillir. Enfin, c'est des sorties qui sont sympas. Est-ce que tu pourrais nous présenter le cockpit de cet avion? Alors, bien sûr, déjà, il y a la position qui est un peu particulière, c'est qu'avec le moteur en étoile devant, on ne voit pas très loin. Les sièges sont réglables en hauteur, donc au roulage, on les monte pour voir un peu mieux devant. On les baisse au décollage et l'atterrissage pour bien prendre l'assiette de l'avion. Il y a double commande. La majorité des broussards, par contre, n'ont que les freins sur la place gauche. Il n'y a pas les freins à droite. Donc, pour faire de la double commande et lâcher des nouveaux pilotes, c'est un petit peu plus compliqué. On a les robinets d'essence et d'huile. C'est pour éviter que la bâche à huile se vide dans le moteur. Donc, c'est des moteurs anciens qui ne sont pas très étanches. Ça permettrait de tout mettre par terre. Le contact des magnétos. Les volets qui sont électriques. Le badin qui est en nœud, mais le vario est en hectomètres minute. Il y a un petit calcul à faire là. Voilà, là, c'est un petit peu plus compliqué. Le vieil horizon. Un radio-compas, donc ça, généralement, on s'en sert plus. Tous les contacts électriques. La pression d'admission, donc c'est la manette des gaz. Au lieu d'être en pouces de mercure, est en pièce. Donc, ancienne unité qui n'est plus du tout utilisée. C'est typique de l'époque. Il y a la même chose aussi sur les Nord, sur les Morane 733, d'ailleurs, qui ont un peu les mêmes instruments. Pression d'essence, pression d'huile, température d'huile, avec un petit radiateur sous le moteur qu'on peut régler. La température des cylindres, avec des volets de capot qu'on peut bouger, qui sont électriques. Ah oui. Là, les radios modernes avec les anciennes radios militaires. Et le panneau électrique qui est ici. Donc vous avez essayé de conserver un maximum de choses d'origine, quoi. La majorité des instruments sont restés standards, surtout les instruments moteurs. Après, il y a quelques modifications de radio et d'avoir un altimètre en pied, parce que l'altimètre d'origine est en mètres aussi. Et c'est toujours assez compliqué de dire au contrôle, alors déjà on est en niveau de vol, ça fait combien en pied, puis après ça fait faire les conversions, ouais. Et alors peut-être une dernière question, il me semble que vous organisez un meeting ici, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ouais, on est en pleine préparation, donc ça aura lieu le 8 septembre sur la plateforme de Pouilly-Maconge. Et donc on a déjà un programme mais Mathieu pourra mieux en parler, de machines qui devraient venir. Alors on a quoi comme machine de confirmer pour l'instant? Il y a déjà pas mal d'avions qui sont basés sur le terrain, mais autrement, on va avoir une patrouille de 2 broussards, on va avoir 4 T6 en patrouille, on va avoir 2 Stamp, les alternatives duo, l'un T28, le Spitfire, une patrouille de Falco, des Pitts, peut-être un Zlin. On attend de savoir s'il y aura de la participation des militaires. C'est un petit terrain, c'est un tout petit aéroclub, mais on essaie de mettre en avant l'activité associative et puis l'aviation
navigation ancienne. Donc que les gens prennent du plaisir et faire une journée sympa. C'est super. Le 8 septembre, c'est ça? 8 septembre à Pouilly-en-Ossois. Voilà, vous prenez le rendez-vous. Un grand merci à tous les deux pour cette interview, c'était passionnant. Merci. Merci. Ça là, c'est quoi la manette jaune là? Ça, c'est pour la réchauffe carbu. Oh, il faut aller la chercher là-bas? Ouais. Ah ouais. Oh, je dors ici, hein. Oh non, je pourrais jamais piloter ça. Non. Si, je vais mettre des coussins. Mais après, c'est le ventre qui va bloquer. Donc là, c'est la plus petite course. Tu peux pas faire mieux. Pourtant, ils étaient pas cons à l'époque. On est à l'intérieur d'un T28, à l'intérieur du fuselage. C'est incroyable. Je m'écarte un petit peu pour que vous puissiez voir. J'espère que cette vidéo en compagnie de Marc et Mathieu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager. Et en ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt.